Bonjour et bienvenue à ce podcast. Je suis Renata et aujourd'hui nous avons un invité très spécial, Roy Pallas, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Roy est un expert en dessin du cerveau droit et il a un blog pour nous apprendre ces techniques. www.blog-le-dessin.com. Dans cet épisode, nous allons parler à propos des 3 techniques efficaces pour apprendre à dessiner naturellement. Bonjour Roy, merci d'avoir accepté cette invitation. Peux-tu nous dire pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur dessin quand elles essayent de suivre les techniques de certains livres? À toi la parole. Alors bonjour Renata et bonjour à tous nos auditeurs. Alors pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur dessin quand elles essaient de suivre les techniques de certains livres? En fait, il y a des livres, alors ça je l'ai constaté quand j'ai commencé à chercher des techniques pour améliorer mes propres dessins dans des ouvrages, c'est que certains livres sont en fait destinés à une approche vraiment très professionnelle. Ils ont des techniques qui sont très très précises pour pouvoir dessiner chaque muscle dans beaucoup de positions, et en fait ce sont des livres que moi j'appelle des encyclopédies. C'est vraiment à destination de personnes qui veulent qui veulent se créer un emploi, qui veulent devenir professionnels comme illustrateurs par exemple. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup de détails. Sauf que la personne qui veut simplement pouvoir faire un petit dessin, un portrait d'un proche, qui veut savoir comment croquer dans la rue, comment faire un petit dessin d'attitude de temps en temps pour faire juste par plaisir, par loisir, et si cette personne-là, elle va chercher dans des conseils trop complexes, trop précis, ça alourdit la chose, l'activité de dessiner. Et finalement, ce qui se passe, c'est que soit on est découragé parce qu'il y a vraiment trop de choses, on a trop de techniques à essayer, trop de postures à apprendre, trop de muscles à mémoriser, vraiment de trop. Et en fait, voilà, il y a un décalage entre ce que les gens recherchent pour apprendre à dessiner et le résultat qu'ils veulent atteindre. En fait, le gros piège en fait dans ça, c'est que ces techniques-là, justement, destinées aux professionnels, sont très très séduisantes. Ça donne vraiment des dessins qui sont superbes, mais le problème, c'est que il y a beaucoup d'étapes pour réaliser ces superbes dessins qui ne sont au départ pas nécessaire d'avoir pour justement faire un dessin qui est correct, qui nous satisfasse dans une activité de loisir. Oui, effectivement, ça peut devenir un peu lourd si on veut juste dessiner pour s'amuser, pour se détendre un peu. C'est super intéressant ton explication. Très bien. Peux-tu nous résumer, s'il te plaît, les conseils des dessins de Kimmo Nicolaides, auteur du livre La façon naturelle de dessiner? Alors les conseils de Kimmo Nicolaides, c'est un peu difficile de résumer parce qu'il y en a beaucoup. Justement, son livre, je l'ai chroniqué, il fait 260 pages ou 240, je ne sais plus, mais c'est un livre qui est très dense. Il a une pédagogie qui est vraiment très méticuleuse, sous chaque chapitre il a des emplois du temps pour travailler chaque technique, et en règle générale, ce qu'il nous dit dans l'introduction, c'est que il nous dit, voilà, vous lisez le chapitre et vous consacrez 3 heures de dessin par jour à cette technique-là avant de passer à la technique suivante, au chapitre suivant. Donc c'est vraiment un programme qui est vraiment dense. C'est très strict, et c'est pas pour rien, parce que Kimmo Nicolaides, c'est quelqu'un qui a créé des camouflages, qui était artiste pendant la Première Guerre mondiale et qui créait des camouflages pour les soldats.
donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette rigueur qui transparaît dans son livre, hein, le côté planning très militaire, très strict et répétitif, hein, et avec des séances qui sont très lourdes, hein, c'est 3 heures de travail chaque jour. Mais pour résumer ces conseils, son approche est celle de la perception. Voilà, ça se résume. Enfin, si je pouvais résumer en un mot ces conseils, c'est qu'ils sont tous focalisés sur améliorer sa perception en dessin, ce qui passe par savoir comment appréhender les proportions, le relief, comment mesurer à l'œil, comment synchroniser le mouvement de la main avec l'œil. Donc ça, c'est un exercice que j'ai mis dans l'article. Et tout renvoie en fait à cette expérimentation du réel. Voilà, c'est l'expression qui me vient quand on parle de Kimon Nicolas, c'est que pour lui, dessiner, ça commence par toucher, par toucher, par sentir, par les autres sens. On pense toujours c'est la vue, le dessin et c'est la main, mais il y a aussi le côté kinesthésique, hein, le contact avec le papier, qui va pouvoir, ça va jouer aussi au niveau du tactile, sur la qualité de la pression que l'on va mettre sur le crayon ou pas. Enfin, il y a ça. Il donne un conseil très intéressant sur un golfeur. Il dit que voilà, un golfeur qui aurait joué un certain temps avec le même club de golf, un an, même un peu moins, il serait capable de le dessiner, même s'il n'a jamais pris de cours de dessin, parce qu'il a une expérience suffisamment longue avec cet objet. Donc ça, c'est intéressant et en fait, il élargit un petit peu le dessin à l'expérimentation du monde. Et en fait, le dessin, c'est juste un résultat de la qualité de perception que l'on a du monde qui nous entoure. Et un conseil, voilà, vraiment coup de poing qu'il donne au début du livre, c'est faites des erreurs, osez faire des dessins imparfaits, faites des erreurs, car plus vite vous ferez alors je ne me souviens plus du nombre d'erreurs, mais ça devait être quelque chose comme les 1000 premières erreurs, plus vite vous ferez vos 1000 premières erreurs, plus vite vous les corrigerez, plus vite vous progresserez. 1000 erreurs, oh, c'est pas mal, hein? Et on a de la marche pour nous améliorer. C'est super, c'est très motivant comme idée. Il faudrait surtout pas commencer à les compter parce que sinon on va se perdre très vite. Roy, est-ce que tu pourrais nous parler des techniques de Betty Edwards? Alors Betty Edwards, elle, c'est une personne qui a étudié la psychologie et les travaux de médecins qui étaient spécialisés sur le cerveau, et elle aussi s'est appuyée justement sur les techniques de dessin naturel de Kimon Nicolet. Là, ça fait partie de ses références, et son approche, elle a été vraiment axée sur la science, et c'est vraiment appuyé sur des études qui, au moment où elle faisait ses recherches, des études sur le cerveau et la découverte de l'hémisphère, de la polarité du cerveau, et ce qui fait que elle a appuyé ses recherches sur des travaux médicaux, hein, des scientifiques, pour pouvoir élaborer une méthode. C'est ce qui fait que je pense, sa méthode, elle est, maintenant, voilà, quand on parle de cerveau droit et de cerveau gauche, c'est vraiment ancré chez les gens. C'est plus quelque chose qui est nouveau, ça paraît normal. On sait maintenant qu'on a des comportements différents selon qu'on utilise plutôt un hémisphère que l'autre. Et ce qui était vraiment pertinent dans son livre, c'est que toutes ces techniques servent en fait à utiliser, à dessiner grâce au cerveau droit. Et en fait, ce qu'elle souhaite faire, c'est
dans la plupart de ces techniques, court-circuiter le cerveau gauche parce que ce cerveau essaie de réaliser des tâches, est toujours en train d'essayer de rationaliser. Enfin, l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère de la rationalisation, c'est l'hémisphère du langage, du calcul, de la séquence, et l'hémisphère droit, c'est plutôt du domaine on appelle ça de l'instinct, mais c'est parce que l'hémisphère droit perçoit les formes, enfin, tout en même temps, et donc on a l'impression que ça devient de l'instinct, mais en fait c'est de percevoir la globalité. Et en fait, ces deux hémisphères, quand on essaie de dessiner, font un petit peu la guerre, et toutes ces techniques à Betty Edwards ces exercices servent à justement court-circuiter un petit peu le cerveau gauche pour pouvoir laisser libre cours au cerveau droit, et puis de pouvoir, grâce à ces exercices-là, pouvoir dessiner tout bêtement. Voilà. C'est plus des exercices qui vont court-circuiter le cerveau gauche pour pouvoir laisser place aux fonctions qui sont nécessaires, qui viennent, elles, du cerveau droit. Peux-tu nous expliquer à nos auditeurs pourquoi le cerveau gauche sabote le cerveau droit? Pourquoi? Est-il possible de n'utiliser que celui de droite dans ces cas-là? Alors oui, le cerveau gauche il sabote du coup le cerveau droit, comme je viens de le dire. Et est-ce qu'il est possible d'utiliser que celui de droite? Oui, il y a certaines opérations très, très simples dont je parle dans mon blog, qui viennent directement du livre de Betty Edwards, que j'ai découvert moi par hasard. En fait, ces exercices-là, je les faisais, mais je ne savais pas qu'il y avait une auteure qui avait déjà écrit là-dessus. J'étais très jeune. Voilà, il y a par exemple une technique, c'est lorsque l'on dessine un portrait, de dessiner le portrait à l'envers. C'est-à-dire que le visage, le modèle, l'image référence, on va le retourner, ainsi que le support, et on va dessiner le visage en partant du bas. Et on va se concentrer sur les traits, les masses de cheveux. Et en fait, pourquoi ça court-circuite le cerveau gauche? Et bien, c'est que le cerveau gauche, lorsqu'il va voir un visage, il va chercher à le reconnaître. Il va chercher à nommer les parties, les yeux, le nez, tout ça. Et en fait, en retournant, on change l'organisation complètement du visage qui est si familier au cerveau gauche, et on va le faire travailler dans le sens où il ne va pas reconnaître la personne. Ce sera beaucoup plus difficile de reconnaître la personne qui est sur la photo. Et en plus, l'organisation du visage est complètement inversée, ce qui n'est pas logique. Et en fait, le cerveau gauche, il va essayer de chercher où est la logique dans cette image. Et dans le même temps, pendant qu'il sera en train de chercher où est cette logique, et le cerveau droit, il pourra se concentrer sur la perception des lignes, des proportions, des masses, beaucoup plus facilement. Et donc ça donne un dessin, même c'est contre-intuitif, mais ça donne un dessin qui est de meilleure qualité en général. Donc après, il faut oser le faire, mais bon, vous n'avez aucun risque qu'il arrive quelque chose de vraiment méchant à dessiner à l'envers. Au pire, ce sera un dessin qui n'est pas dont vous ne serez pas fier, mais c'est un exercice que vous devriez faire, en tout cas les gens qui nous écoutent, si vous vous intéressez un petit peu au dessin avec des méthodes faciles. Ah, c'est rigolo, parce que moi non plus, je connaissais pas Betty Edwards. Pourtant, je faisais bien des dessins à l'envers. Mais depuis que je connais ses recherches sur les deux cerveaux, je trouve ça bien plus intéressant de dessiner comme ça. Et en plus, c'est des tendances, c'est pas difficile. On se prend pas la tête, c'est vraiment superbe. Par contre, je commence toujours par en haut. Je n'avais pas pensé commencer par les cheveux et commencer par en bas. Ça, je vais l'essayer. Revenons maintenant sur les conseils de Sheldon Borenstein. Ces conseils sont plutôt intuitifs. Que penses-tu, Roy? Alors, les conseils de Sheldon Borenstein, ils sont plutôt intuitifs, oui. Je dirais que moi, ce qui m'a plu dans son ouvrage, c'est véritablement qu'il part des planches qu'il a déjà créées, et il va juste mettre quelques petites annotations pour expliquer la technique qu'il a utilisée dans chacun de ses dessins. Donc en fait, ce sont des planches qui sont très très épurées, et du coup ça donne un livre qui est
pour moi est vraiment très efficace parce qu'on a 80% de dessin, voire même 90% de dessin et 10% de texte. Et alors, au niveau de l'intuition, il y a certaines techniques dans les planches que j'ai vues qui peuvent paraître très faciles à comprendre, qui pourraient être intuitives, mais je pense pas que ça aille de soi. En fait, quand j'ai découvert moi les techniques par celle de Sheldon Borenstein, parce que dans ces planches il y en avait pas mal que j'ai découvert dans d'autres livres. Mais voilà, ce qui m'a c'est pas du tout intuitif. Ce qui serait en fait intuitif, c'est quand on voit la planche, on se dit ah mince, j'aurais dû y penser. C'est vrai que maintenant c'est simple. C'est cet état-là en fait que j'ai à chaque fois que je tombe sur une technique qui est selon moi très efficace et très pertinente et très simple à la fois. C'est que je me dis pourquoi j'y ai pas pensé. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête et ça va de soi. Dès qu'on la découvre, ça va de soi, mais ce ne sont pas forcément des techniques que l'on découvre voilà, intuitivement. Devant son dessin, on essaie de bricoler, de faire quelques petits bricolages, quelques petits réparages sur certains points, un nez un peu de travers, un œil qui est un peu trop petit, on bricole un petit peu. Là, ce serait plutôt intuitivement, on perçoit quelque chose qui ne va pas dans le dessin, on essaie de le bricoler. Alors que là, ce sont plutôt des techniques très simples que l'on applique. Là, c'est une étape supplémentaire, mais qui va absolument pas de soi. Mais par contre, quand on la découvre, on se dit, bah oui, c'est bête, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Waouh, c'est super intéressant toutes tes explications, Roy. Et une toute petite dernière question pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Commencer dans l'ordre par Kimmo Nicolaides, puis par Betty Edwards et finir par Sheldon Borenstein, ou tous les trois à la fois? La parole est à toi. Alors, commencer dans quel ordre? Alors ça, c'est un peu dur. Je pense que si je devais choisir un ordre, premièrement, je dirais Betty Edwards. Parce que ça explique vraiment elle explique vraiment bien les choses. Et pour les gens qui sont intéressés un petit peu au fonctionnement cognitif du cerveau, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez le pourquoi du comment de la technique du dessin grâce au cerveau droit. Et ensuite, puis vous avez quelques exercices pour vous entraîner. Il y a aussi un livret d'exercices que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que je vais utiliser pour faire une chronique sur mon blog. Et ensuite, qu'est-ce que je dirais plutôt Sheldon Borenstein, parce que ces techniques, voilà, après avoir lu Betty Edwards, vous avez les grands principes. Avec ensuite Sheldon Borenstein, vous allez un petit peu adapter ces principes-là à quelques techniques et progressivement en fait, vu qu'il y a 89 planches, donc une technique par planche, là vous allez un petit peu voir plus d'applications des techniques qu'explique Betty Edwards dans son livre. Donc c'est pour moi la suite logique, hein, ce qui me semble. Et après, je mets en troisième Kimmo Nicolaides parce que c'est quand même, son livre est quand même assez austère, même s'il donne de très bons conseils, il est très motivant dans ses phrases, il a cette capacité à saisir une expression, à synthétiser une expérience, en quelques mots qui est, que moi je trouve génial. Il a des phrases très pertinentes, mais par contre, voilà, c'est un livre qui fait 240 pages. Il est en anglais, enfin je n'ai pas trouvé en français, il est en anglais et en plus voilà, il y a l'emploi du temps, le planning qui est vraiment vraiment lourd à appliquer. Enfin, voilà, un chapitre, une semaine, en une année, c'est pas possible de tout faire. Et je crois que, si je me souviens bien, il me dit il faut s'y consacrer 5 ans. 5 ans pour avoir des résultats qui soient probants, enfin,
intéressant. Mais voilà, donc c'est vraiment là pour plus de... Ça demande vraiment beaucoup plus d'investissement et c'est assez lourd. Donc je le mettrai en troisième et entre parenthèses. Voilà. Plutôt si pour des gens qui voudraient vraiment creuser le domaine et qui voudraient vraiment s'y consacrer à fond pour une carrière d'artiste. Waouh, Roy, c'est super tout cela. Je sens que vous, nos chers auditeurs, vous allez tout de suite prendre une feuille, un stylo et commencer à mettre ces techniques en pratique. Rappelez-vous, pas de gomme, 1000 essais et dessiner à l'envers. Bon. Et pour finir, un grand merci à Roy pour toutes les réponses et je vous dis à vous tous à très bientôt. Ici, c'était Renata du blog Les images de Renata. Bonjour et bienvenue à ce podcast. Je suis Renata et aujourd'hui nous avons un invité très spécial, Roy Pallas, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Roy est un expert en dessin du cerveau droit et il a un blog pour nous apprendre ces techniques. www.blog-le-dessin.com. Dans cet épisode, nous allons parler à propos des 3 techniques efficaces pour apprendre à dessiner naturellement. Bonjour Roy, merci d'avoir accepté cette invitation. Peux-tu nous dire pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur dessin quand elles essayent de suivre les techniques de certains livres? À toi la parole. Alors bonjour Renata et bonjour à tous nos auditeurs. Alors pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur dessin quand elles essaient de suivre les techniques de certains livres? En fait, il y a des livres, alors ça je l'ai constaté quand j'ai commencé à chercher des techniques pour améliorer mes propres dessins dans des ouvrages, c'est que certains livres sont en fait destinés à une approche vraiment très professionnelle. Ils ont des techniques qui sont très très précises pour pouvoir dessiner chaque muscle dans beaucoup de positions, et en fait ce sont des livres que moi j'appelle des encyclopédies. C'est vraiment à destination de personnes qui veulent qui veulent se créer un emploi, qui veulent devenir professionnels comme illustrateurs par exemple. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup de détails. Sauf que la personne qui veut simplement pouvoir faire un petit dessin, un portrait d'un proche, qui veut savoir comment croquer dans la rue, comment faire un petit dessin d'attitude de temps en temps pour faire juste par plaisir, par loisir, et si cette personne-là, elle va chercher dans des conseils trop complexes, trop précis, et ça alourdit la chose, l'activité de dessiner. Et finalement, ce qui se passe, c'est que soit on est découragé parce qu'il y a vraiment trop de choses, on a trop de techniques à essayer, trop de postures à apprendre, trop de muscles à mémoriser, vraiment de trop. Et en fait, voilà, il y a un décalage entre ce que les gens recherchent pour apprendre à dessiner et le résultat qu'ils veulent atteindre. En fait, le gros piège en fait dans ça, c'est que ces techniques-là, justement, destinées aux professionnels, sont très très séduisantes. Ça donne vraiment des dessins qui sont superbes, mais voilà, le problème, c'est que il y a beaucoup d'étapes pour réaliser ces superbes dessins qui ne sont au départ pas nécessaire d'avoir pour justement faire un dessin qui est correct, qui nous satisfasse dans une activité de loisir. Oui, effectivement, ça peut devenir un peu lourd si on veut juste dessiner pour s'amuser, pour se détendre un peu. C'est super intéressant ton explication. Très bien. Peux-tu nous résumer, s'il te plaît, les
conseils des dessins de Kimmo Nicolaides, auteur du livre La façon naturelle de dessiner? Alors les conseils de Kimmo Nicolaides, c'est un peu difficile de résumer parce qu'il y en a beaucoup. Justement, son livre, je l'ai chroniqué, il fait 260 pages ou 240, je ne sais plus, mais c'est un livre qui est très dense. Il a une pédagogie qui est vraiment très méticuleuse. Hein. Sous chaque chapitre, il a des emplois du temps pour travailler chaque technique. Et voilà, en règle générale, ce qu'il nous dit dans l'introduction, c'est que il nous dit, voilà, vous lisez le chapitre et vous consacrez 3 heures de dessin par jour à cette technique-là avant de passer à la technique suivante, au chapitre suivant. Donc c'est vraiment un programme qui est vraiment dense. C'est très strict et c'est pas pour rien parce que Kimmo Nicolaides, c'est quelqu'un qui a créé des camouflages, qui était artiste pendant la Première Guerre mondiale et qui créait des camouflages pour les soldats. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette rigueur qui transparaît dans son livre, hein, le côté planning très militaire, très strict et répétitif, hein, et avec des séances qui sont très lourdes, hein, c'est 3 heures de travail chaque jour. Mais pour résumer ses conseils, son approche est celle de la perception. Voilà, ça se résume. Si je pouvais résumer en un mot ses conseils, c'est qu'ils sont tous focalisés sur améliorer sa perception en dessin, ce qui passe par savoir comment appréhender les proportions, le relief, comment mesurer à l'œil, comment synchroniser le mouvement de la main avec l'œil. Donc ça, c'est un exercice que j'ai mis dans l'article. Et tout renvoie en fait à cette expérimentation du réel. Voilà, c'est l'expression qui me vient quand on parle de Kimmo Nicolaides, c'est que pour lui, dessiner, ça commence par toucher, par toucher, par sentir, par les autres sens. On pense toujours c'est la vue, le dessin et c'est la main, mais il y a aussi le côté kinesthésique, hein, le contact avec le papier, qui va pouvoir, ça va jouer aussi au niveau du tactile, sur la qualité de la pression que l'on va mettre sur le crayon ou pas. Enfin, il y a ça. Il donne un conseil très intéressant sur un golfeur. Il dit que voilà, un golfeur qui aurait joué un certain temps avec le même club de golf, un an, même un peu moins, il serait capable de le dessiner, même s'il n'a jamais pris de cours de dessin, parce qu'il a une expérience suffisamment longue avec cet objet. Donc ça, c'est intéressant et en fait, il élargit un petit peu le dessin à l'expérimentation du monde. Et en fait, le dessin, c'est juste un résultat de la qualité de perception que l'on a du monde qui nous entoure. Et un conseil, voilà, vraiment coup de poing qu'il donne au début du livre, c'est faites des erreurs, osez faire des dessins imparfaits, faites des erreurs, car plus vite vous ferez alors je ne me souviens plus du nombre d'erreurs, mais ça devait être quelque chose comme les 1000 premières erreurs, plus vite vous ferez vos 1000 premières erreurs, plus vite vous les corrigerez et plus vite vous progresserez. 1000 erreurs, oh, c'est pas mal, hein? Et on a la marche pour nous améliorer. C'est super, c'est très motivant comme idée. Il faudrait surtout pas commencer à les compter parce que sinon on va se perdre très vite. Roy, est-ce que tu pourrais nous parler des techniques de Betty Edwards? Alors Betty Edwards, elle, c'est une personne qui a étudié la psychologie et les travaux de médecins qui étaient spécialisés sur le cerveau, et elle aussi s'est appuyée justement sur les techniques de dessin naturel de Kimmo Nicolaides. Ça fait partie de ses références, et son approche, elle a été vraiment axée sur la science, et c'est vraiment appuyé sur des études qui au moment où elle faisait ses recherches, voilà, des études sur le cerveau et la découverte de l'hémisphère, de la polarité du cerveau, et ce qui fait que
appuyer ses recherches sur des travaux médicaux, des scientifiques, pour pouvoir élaborer une méthode. C'est ce qui fait que ça, je pense, sa méthode, elle est, enfin maintenant, voilà, quand on parle de cerveau droit et de cerveau gauche, ça devient, c'est vraiment ancré chez les gens. C'est plus quelque chose qui est nouveau. Ça paraît normal. On sait maintenant, voilà, qu'on a des comportements différents selon qu'on utilise plutôt un hémisphère que l'autre. Et voilà, ce qui était vraiment pertinent dans son livre, c'est que toutes ces techniques servent en fait à utiliser, à dessiner grâce au cerveau droit. Et en fait, elles sont ce qu'elle souhaite faire, c'est, dans la plupart de ces techniques, court-circuiter le cerveau gauche parce que ce cerveau essaye de réaliser des tâches, est toujours en train d'essayer de rationaliser. Enfin, l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère de la rationalisation, c'est l'hémisphère du langage, du calcul, de la séquence, et l'hémisphère droit, c'est plutôt du domaine on appelle ça de l'instinct, mais c'est parce que l'hémisphère droit perçoit les formes, enfin, tout en même temps, et donc on a l'impression que ça devient de l'instinct, mais en fait c'est de percevoir la globalité. Et en fait, ces deux hémisphères, quand on essaie de dessiner, font un petit peu la guerre, et toutes ces techniques à Betty Edwards servent ces exercices servent à justement court-circuiter un petit peu le cerveau gauche pour pouvoir laisser libre cours au cerveau droit, et puis de pouvoir, grâce à ces exercices-là, pouvoir dessiner tout bêtement. Voilà. C'est plus des exercices qui vont court-circuiter le cerveau gauche pour pouvoir laisser place aux fonctions qui sont nécessaires, qui viennent, elles, du cerveau droit. Peux-tu nous expliquer à nos auditeurs pourquoi le cerveau gauche sabote le cerveau droit? Pourquoi? Est-il possible de n'utiliser que celui de droite dans ce cas-là? Alors oui, le cerveau gauche il sabote du coup le cerveau droit, comme je viens de le dire. Et est-ce qu'il est possible d'utiliser que celui de droite? Oui, il y a certaines opérations très, très simples dont je parle dans mon blog, qui viennent directement du livre de Betty Edwards, que j'ai découvert moi par hasard. En fait, ces exercices-là, je les faisais, mais je ne savais pas qu'il y avait une auteure qui avait déjà écrit là-dessus. J'étais très jeune. Voilà, il y a par exemple une technique, c'est lorsque l'on dessine un portrait, de dessiner le portrait à l'envers. C'est-à-dire que le visage, le modèle, l'image référence, on va le retourner, ainsi que le support, et on va dessiner le visage en partant du bas. Et on va se concentrer sur les traits, les masses de cheveux. Et en fait, pourquoi ça court-circuite le cerveau gauche? C'est que le cerveau gauche, lorsqu'il va voir un visage, il va chercher à le reconnaître, il va chercher à nommer les parties, les yeux, le nez, tout ça. Et en fait, en retournant, on change l'organisation complètement du visage qui est si familier au cerveau gauche, et on va le faire travailler dans le sens où il ne va pas reconnaître la personne. Ce sera beaucoup plus difficile de reconnaître la personne qui est sur la photo. Et en plus, l'organisation du visage est complètement inversée, ce qui n'est pas logique. Et en fait, le cerveau gauche, il va essayer de chercher où est la logique dans cette image. Et dans le même temps, pendant qu'il sera en train de chercher où est cette logique, le cerveau droit, il pourra se concentrer sur la perception des lignes, des proportions, des masses, beaucoup plus facilement. Et donc ça donne un dessin, même c'est contre-intuitif, mais ça donne un dessin qui est de meilleure qualité en général. Donc après, il faut oser le faire, mais bon, vous n'avez aucun risque qu'il arrive quelque chose de vraiment méchant à dessiner à l'envers. Au pire, ce sera un dessin qui n'est pas dont vous ne serez pas fier, mais c'est un exercice que vous devriez faire, en tout cas les gens qui nous écoutent, si vous vous intéressez un petit peu au dessin avec des méthodes faciles. Ah, c'est rigolo, parce que moi non plus, je connaissais pas Betty Edwards. Pourtant, je faisais bien des dessins à l'envers. Mais depuis que je connais ses recherches sur les deux cerveaux, je trouve ça bien plus intéressant de dessiner comme ça.
Et en plus, c'est détendant, c'est pas difficile. On se prend pas la tête, c'est vraiment superbe. Par contre, je commence toujours par en haut. Je n'avais pas pensé commencer par les cheveux et commencer par en bas. Ça, je vais l'essayer. Revenons maintenant sur les conseils de Sheldon Borenstein. Ces conseils sont plutôt intuitifs. Que penses-tu, Roy? Alors les conseils de Sheldon Borenstein, ils sont plutôt intuitifs, oui. Je dirais que moi, ce qui m'a plu dans son ouvrage, c'est véritablement qu'il part des planches qu'il a déjà créées et il va juste mettre quelques petites annotations pour expliquer la technique qu'il a utilisée dans chacun de ses dessins. Donc en fait, ce sont des planches qui sont très très épurées et du coup, ça donne un livre qui est pour moi vraiment très efficace parce qu'on a 80% de dessin, voire même 90% de dessin et 10% de texte. Et alors, au niveau de l'intuition, il y a certaines techniques dans les planches que j'ai vues qui peuvent paraître très faciles à comprendre, qui pourraient être intuitives, mais je pense pas que ça aille de soi. En fait, quand j'ai découvert moi les techniques par celle de Sheldon Borenstein, parce que dans ces planches il y en avait pas mal que j'ai découvert dans d'autres livres, mais voilà, ce qui m'a non, c'est pas du tout intuitif. Ce qui serait en fait intuitif, c'est quand on voit la planche, on se dit ah mince, j'aurais dû y penser. C'est vrai que maintenant c'est simple. C'est cet état-là en fait que j'ai à chaque fois que je tombe sur une technique qui est selon moi très efficace et très pertinente et très simple à la fois. C'est que je me dis pourquoi j'y ai pas pensé. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête et ça va de soi. Dès qu'on la découvre, ça va de soi, mais ce ne sont pas forcément des techniques que l'on découvre voilà, intuitivement. Devant son dessin, on essaie de bricoler, de faire quelques petits bricolages, quelques petits réparages sur certains points, un nez un peu de travers, un œil qui est un peu trop petit, on bricole un petit peu. Là, ce serait plutôt intuitivement, on perçoit quelque chose qui ne va pas dans le dessin, on essaie de le bricoler. Alors que là, ce sont plutôt des techniques très simples que l'on applique. Là, c'est une étape supplémentaire, mais qui va absolument pas de soi. Mais par contre, quand on la découvre, on se dit, bah oui, c'est bête, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Waouh, c'est super intéressant toutes tes explications, Roy. Et une toute petite dernière question pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Commencer dans l'ordre par Kimmo Nicolaides, puis par Betty Edwards et finir par Sheldon Borenstein, ou tous les trois à la fois? La parole est à toi. Alors, commencer dans quel ordre? Alors ça, c'est un peu dur. Je pense que si je devais choisir un ordre, premièrement, je dirais Betty Edwards. Parce que ça explique vraiment elle explique vraiment bien les choses. Et pour les gens qui sont intéressés un petit peu au fonctionnement cognitif du cerveau, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez le pourquoi du comment de la technique du dessin grâce au cerveau droit. Et ensuite, puis vous avez quelques exercices pour vous entraîner. Il y a aussi un livret d'exercices que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que je vais utiliser pour faire une chronique sur mon blog. Et ensuite, qu'est-ce que je dirais plutôt Sheldon Borenstein, parce que ces techniques, voilà, après avoir lu Betty Edwards, vous avez les grands principes. Avec ensuite Sheldon Borenstein, vous allez un petit peu adapter ces principes-là à quelques techniques et progressivement en fait, vu qu'il y a 89 planches, donc une technique par planche, là vous allez un petit peu voir plus d'applications des techniques qu'explique Betty Edwards dans son livre. Donc c'est pour moi la suite logique, hein, ce qui me semble. Et après, je mets en troisième Kimmo Nicolaides parce que c'est quand même, son livre est quand même assez
austère, même s'il donne de très bons conseils, il est très motivant dans ses phrases, il a cette capacité à saisir une expression, à synthétiser une expérience, en quelques mots qui est, moi je trouve génial. Il a des phrases très pertinentes, mais par contre, voilà, c'est un livre qui fait 240 pages. Il est en anglais, enfin je n'ai pas trouvé en français, il est en anglais et en plus voilà, il y a l'emploi du temps, le planning qui est vraiment lourd à appliquer. Voilà, une semaine, un chapitre, une semaine, en une année c'est pas possible de tout faire, et je crois que si je me souviens bien il me dit que il faut s'y consacrer 5 ans. 5 ans pour avoir des résultats qui soient probants, enfin, vraiment intéressants. Mais voilà, donc c'est vraiment là pour plus de... Ça demande vraiment beaucoup plus d'investissement et c'est assez lourd. Donc je le mettrai en troisième et entre parenthèses. Voilà. Plutôt pour des gens qui voudraient vraiment creuser le domaine et qui voudraient vraiment s'y consacrer à fond pour une carrière d'artiste. Waouh, Roy, c'est super tout cela. Je sens que vous, nos chers auditeurs, vous allez tout de suite prendre une feuille, un stylo et commencer à mettre ces techniques en pratique. Rappelez-vous, pas de gomme, 1000 essais et dessiner à l'envers. Bon, et pour finir, un grand merci à Roy pour toutes les réponses et je vous dis à vous tous à très bientôt. Ici, c'était Renata du blog Les images de Renata. Bonjour et bienvenue à ce podcast. Je suis Renata et aujourd'hui nous avons un invité très spécial, Roy Pallas, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Roy est un expert en dessin du cerveau droit et il a un blog pour nous apprendre ces techniques. www.blog-le-dessin.com. Dans cet épisode, nous allons parler à propos des 3 techniques efficaces pour apprendre à dessiner naturellement. Bonjour Roy, merci d'avoir accepté cette invitation. Peux-tu nous dire pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur dessin quand elles essayent de suivre les techniques de certains livres? À toi la parole. Alors bonjour Renata et bonjour à tous nos auditeurs. Alors pourquoi certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur dessin quand elles essaient de suivre les techniques de certains livres? En fait, il y a des livres, alors ça je l'ai constaté quand j'ai commencé à chercher des techniques pour améliorer mes propres dessins dans des ouvrages, c'est que certains livres sont en fait destinés à une approche vraiment très professionnelle. Ils ont des techniques qui sont très précises pour pouvoir dessiner chaque muscle dans beaucoup de positions, et en fait ce sont des livres que moi j'appelle des encyclopédies. C'est vraiment à destination de personnes qui veulent qui veulent se créer un emploi, qui veulent devenir professionnels comme illustrateurs par exemple. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup de détails. Sauf que la personne qui veut simplement pouvoir faire un petit dessin, un portrait d'un proche, qui veut savoir comment croquer dans la rue, comment faire un petit dessin d'attitude de temps en temps pour faire juste par plaisir, par loisir, et si cette personne-là, elle va chercher dans des conseils trop complexes, trop précis, et ça alourdit la chose, l'activité de dessiner. Et finalement, ce qui se passe, c'est que soit on est découragé parce qu'il y a vraiment trop de choses, on a trop de techniques à essayer, trop de postures à apprendre, trop de muscles à mémoriser, vraiment de trop. Et en fait, voilà, il y a un décalage entre ce que les gens recherchent
apprendre à dessiner et le résultat qu'ils veulent atteindre. En fait, le gros piège en fait dans ça, c'est que ces techniques-là justement destinées aux professionnels sont très très séduisantes. Ça donne vraiment des dessins qui sont superbes, mais voilà, le problème c'est que il y a beaucoup d'étapes pour réaliser ces superbes dessins qui ne sont au départ pas nécessaire d'avoir pour justement faire un dessin qui est correct, qui nous satisfasse dans une activité de loisir. Oui, effectivement, ça peut devenir un peu lourd si on veut juste dessiner pour s'amuser, pour se détendre un peu. C'est super intéressant ton explication. Très bien. Peux-tu nous résumer, s'il te plaît, les conseils des dessins de Kimmo Nicolaides, auteur du livre La façon naturelle de dessiner? Alors les conseils de Kimmo Nicolaides, c'est un peu difficile de résumer parce qu'il y en a beaucoup. Justement, son livre, je l'ai chroniqué, il fait 260 pages ou 240, je ne sais plus, mais c'est un livre qui est très dense. Il a une pédagogie qui est vraiment très méticuleuse. Sous chaque chapitre, il a des emplois du temps pour travailler chaque technique. Et voilà, en règle générale, ce qu'il nous dit dans l'introduction, c'est que il nous dit, voilà, vous lisez le chapitre et vous consacrez 3 heures de dessin par jour à cette technique-là avant de passer à la technique suivante, au chapitre suivant. Donc c'est vraiment un programme qui est vraiment dense. C'est très strict et c'est pas pour rien parce que Kimmo Nicolaides, c'est quelqu'un qui a créé des camouflages, qui était artiste pendant la Première Guerre mondiale et qui créait des camouflages pour les soldats. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette rigueur qui transparaît dans son livre, le côté planning très militaire, très strict et répétitif, et avec des séances qui sont très lourdes, c'est 3 heures de travail chaque jour. Mais pour résumer ces conseils, son approche est celle de la perception. Voilà, ça se résume, si je pouvais résumer en un mot ces conseils, c'est qu'ils sont tous focalisés sur améliorer sa perception en dessin, ce qui passe par savoir comment appréhender les proportions, le relief, comment mesurer à l'œil, comment synchroniser le mouvement de la main avec l'œil. Donc ça, c'est un exercice que j'ai mis dans l'article. Et tout renvoie en fait à cette expérimentation du réel. Voilà, c'est l'expression qui me vient quand on me parle de Kimmo Nicolaides, c'est que pour lui, dessiner, ça commence par toucher, par toucher, par sentir, par les autres sens. On pense toujours c'est la vue, le dessin et c'est la main, mais il y a aussi le côté kinesthésique, le contact avec le papier, qui va pouvoir, ça va jouer aussi au niveau du tactile, sur la qualité de la pression que l'on va mettre sur le crayon ou pas. Il y a ça. Il donne un conseil très intéressant sur un golfeur. Il dit que voilà, un golfeur qui aurait joué un certain temps avec le même club de golf, un an, même un peu moins, il serait capable de le dessiner, même s'il n'a jamais pris de cours de dessin, parce qu'il a une expérience suffisamment longue avec cet objet. Donc ça, c'est intéressant et en fait, il élargit un petit peu le dessin à l'expérimentation du monde. Et en fait, le dessin, c'est juste un résultat de la qualité de perception que l'on a du monde qui nous entoure. Et un conseil, voilà, vraiment un coup de poing qu'il donne au début du livre, c'est faites des erreurs, osez faire des dessins imparfaits, faites des erreurs, car plus vite vous ferez alors je ne me souviens plus du nombre d'erreurs, mais ça devait être quelque chose comme les 1000 premières erreurs, plus vite vous ferez vos 1000 premières erreurs, plus vite vous les corrigerez et plus vite vous progresserez. 1000 erreurs, oh, c'est pas mal, hein? Et on a de la marche pour nous améliorer. C'est super, c'est très motivant comme idée. Il faudrait surtout pas commencer à les compter parce que sinon on va se perdre très vite.
Roy, est-ce que tu pourrais nous parler des techniques de Betty Edwards? Alors Betty Edwards, elle, c'est une personne qui a étudié la psychologie et les travaux de médecins qui étaient spécialisés sur le cerveau, et elle aussi s'est appuyée justement sur les techniques de dessin naturel de Kimon Nicolet. Là, ça fait partie de ses références, et son approche, elle a été vraiment axée sur la science, et c'est vraiment appuyé sur des études qui, au moment au moment où elle faisait ses recherches, des études sur le cerveau et la découverte de l'hémisphère, de la polarité du cerveau, et ce qui fait que elle a appuyé ses recherches sur des travaux médicaux, des scientifiques, pour pouvoir élaborer une méthode. C'est ce qui fait que je pense, sa méthode, elle est, maintenant, quand on parle de cerveau droit et de cerveau gauche, c'est vraiment ancré chez les gens. C'est plus quelque chose qui est nouveau, ça paraît normal. On sait maintenant qu'on a des comportements différents selon qu'on utilise plutôt un hémisphère que l'autre. Et ce qui était vraiment pertinent dans son livre, c'est que toutes ces techniques servent en fait à utiliser, à dessiner grâce au cerveau droit. Et en fait, ce qu'elle souhaite faire, c'est, dans la plupart de ces techniques, court-circuiter le cerveau gauche, parce que ce cerveau essaye de réaliser des tâches, est toujours en train d'essayer de rationaliser. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère de la rationalisation, c'est l'hémisphère du langage, du calcul, de la séquence, et l'hémisphère droit, c'est plutôt du domaine on appelle ça de l'instinct, mais c'est parce que l'hémisphère droit perçoit les formes, tout en même temps, et donc on a l'impression que ça devient de l'instinct, mais en fait c'est de percevoir la globalité. Et en fait, ces deux hémisphères, quand on essaie de dessiner, font un petit peu la guerre, et toutes ces techniques à Betty Edwards ces exercices servent à justement court-circuiter un petit peu le cerveau gauche pour pouvoir laisser libre cours au cerveau droit, et puis de pouvoir, grâce à ces exercices-là, pouvoir dessiner tout bêtement. Voilà. C'est plus des exercices qui vont court-circuiter le cerveau gauche pour pouvoir laisser place aux fonctions qui sont nécessaires, qui viennent, elles, du cerveau droit. Peux-tu nous expliquer à nos auditeurs pourquoi le cerveau gauche sabote le cerveau droit? Pourquoi? Est-il possible de n'utiliser que celui de droite dans ce cas-là? Alors oui, le cerveau gauche il sabote du coup le cerveau droit, comme je viens de le dire. Et est-ce qu'il est possible d'utiliser que celui de droite? Oui, il y a certaines opérations très, très simples dont je parle dans mon blog, qui viennent directement du livre de Betty Edwards, que j'ai découvert moi par hasard. En fait, ces exercices-là, je les faisais, mais je ne savais pas qu'il y avait une auteure qui avait déjà écrit là-dessus. J'étais très jeune. Il y a par exemple une technique, c'est lorsque l'on dessine un portrait, de dessiner le portrait à l'envers. C'est-à-dire que le visage, le modèle, l'image référence, on va le retourner, ainsi que le support, et on va dessiner le visage en partant du bas. Et on va se concentrer sur les traits, les masses de cheveux. Et en fait, pourquoi ça court-circuite le cerveau gauche? Et bien c'est que le cerveau gauche, lorsqu'il va voir un visage, il va chercher à le reconnaître, il va chercher à nommer les parties, les yeux, le nez, tout ça. Et en fait, en retournant, on change l'organisation complètement du visage, qui est si familier au cerveau gauche, et on va le faire travailler dans le sens où il ne va pas reconnaître la personne. Ce sera beaucoup plus difficile de reconnaître la personne qui est sur la photo. Et en plus, l'organisation du visage est complètement inversée, ce qui n'est pas logique. Et en fait, le cerveau gauche, il va essayer de chercher où est la logique dans cette image. Et dans le même temps,
de chercher où est cette logique, et ben, le cerveau droit il pourra se concentrer sur la perception des lignes, des proportions, des masses beaucoup plus facilement. Et donc ça donne un dessin, même c'est contre-intuitif, mais ça donne un dessin qui est de meilleure qualité en général. Donc après il faut oser le faire, mais bon, vous n'avez aucun risque qu'il arrive quelque chose de vraiment méchant à dessiner à l'envers. Au pire ce sera un dessin qui n'est pas très... dont vous ne serez pas fier, mais c'est un exercice que vous devriez faire, en tout cas les gens qui nous écoutent, si vous vous intéressez un petit peu au dessin avec des méthodes faciles. Ah, c'est rigolo, parce que moi non plus, je connaissais pas Betty Edwards. Pourtant, je faisais bien des dessins à l'envers. Mais depuis que je connais ses recherches sur les deux cerveaux, je trouve ça bien plus intéressant de dessiner comme ça. Et en plus, c'est des tendances, et c'est pas difficile. On se prend pas la tête, c'est vraiment superbe. Par contre, je commence toujours par en haut. Je n'avais pas pensé commencer par les cheveux et commencer par en bas. Ça, je vais l'essayer. Revenons maintenant sur les conseils de Sheldon Borenstein. Ces conseils sont plutôt intuitifs. Que penses-tu, Roy? Alors les conseils de Sheldon Borenstein, ils sont plutôt intuitifs, oui. Je dirais que moi ce qui m'a plu dans son ouvrage, c'est véritablement qu'il part des planches qu'il a déjà créées et il va juste mettre quelques petites annotations pour expliquer la technique qu'il a utilisée dans chacun de ses dessins. Donc en fait ce sont des planches qui sont très très épurées et du coup ça donne un livre qui est pour moi vraiment très efficace parce qu'on a 80% de dessin, voire même 90% de dessin et 10% de texte. Et alors au niveau de l'intuition, il y a certaines techniques dans les planches que j'ai vues qui peuvent paraître très faciles à comprendre, qui pourraient être intuitives, mais je pense pas que ça aille de soi. En fait, quand j'ai découvert moi les techniques par celle de Sheldon Borenstein, parce que dans ces planches il y en avait pas mal que j'ai découvert dans d'autres livres, mais voilà ce qui m'a c'est pas du tout intuitif. Ce qui serait en fait intuitif, c'est quand on voit la planche, on se dit ah mince, j'aurais dû y penser. C'est vrai que maintenant c'est simple. C'est cet état-là en fait que j'ai à chaque fois que je tombe sur une technique qui est selon moi très efficace et très pertinente et très simple à la fois. C'est que je me dis pourquoi j'y ai pas pensé. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête et ça va de soi. Dès qu'on la découvre, ça va de soi, mais ce ne sont pas forcément des techniques que l'on découvre voilà, intuitivement. Devant son dessin, on essaie de bricoler, de faire quelques petits bricolages, quelques petits réparages sur certains points, un nez un peu de travers, un œil qui est un peu trop petit, on bricole un petit peu. Là, ce serait plutôt intuitivement, on perçoit quelque chose qui ne va pas dans le dessin, on essaie de le bricoler. Alors que là, ce sont plutôt des techniques très simples que l'on applique. Là, c'est une étape supplémentaire, mais qui va absolument pas de soi. Mais par contre, quand on la découvre, on se dit, bah oui, c'est bête, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Waouh, c'est super intéressant toutes tes explications, Roy. Et une toute petite dernière question pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Commencer dans l'ordre par Kimmo Nicolaides, puis par Betty Edwards et finir par Sheldon Borenstein, ou tous les trois à la fois? La parole est à toi. Alors, commencer dans quel ordre? Alors ça, c'est un peu dur. Je pense que si je devais choisir un ordre, premièrement, je dirais Betty Edwards.
parce que ça explique vraiment elle explique vraiment bien les choses. Et pour les gens qui sont intéressés un petit peu au fonctionnement cognitif du cerveau, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez le pourquoi du comment de la technique du dessin grâce au cerveau droit. Et ensuite, puis vous avez quelques exercices pour vous entraîner. Il y a aussi un livret d'exercices que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et dont je vais utiliser pour faire une chronique sur mon blog. Et ensuite, qu'est-ce que je dirais plutôt Sheldon Borenstein, parce que ces techniques, voilà, après avoir lu Betty Edwards, vous avez les grands principes, avec ensuite Sheldon Borenstein, vous allez un petit peu adapter ces principes-là à quelques techniques, et progressivement, en fait, vu qu'il y a vraiment, il y a 89 planches, donc une technique par planche, là vous allez un petit peu voir plus d'applications des techniques qu'explique Betty Edwards dans son livre. Donc c'est pour moi la suite logique, hein, ce qui me semble. Et après, je mets en troisième Kimon Nicolas, parce que c'est quand même, son livre est quand même assez austère, même s'il donne de très bons conseils, il est très motivant dans ses phrases. Il a cette capacité à saisir une expression, à synthétiser une expérience, en quelques mots, qui est, que moi je trouve génial. Il a des phrases très pertinentes, mais par contre, voilà, c'est un livre qui fait 240 pages. Il est en anglais, enfin je n'ai pas trouvé en français, il est en anglais, et en plus, voilà, il y a l'emploi du temps, le planning qui est vraiment lourd à appliquer. Enfin, voilà, une semaine, un chapitre, une semaine, en une année, c'est pas possible de tout faire. Et je crois que, si je me souviens bien, il me dit il faut s'y consacrer 5 ans. 5 ans pour avoir des résultats qui soient probants, enfin, vraiment intéressants. Mais voilà, donc c'est vraiment là pour plus de... Ça demande vraiment beaucoup plus d'investissement, et c'est assez lourd. Donc je le mettrai en troisième et entre parenthèses. Voilà. Plutôt pour des gens qui voudraient vraiment creuser le domaine et qui voudraient vraiment s'y consacrer à fond pour une carrière d'artiste. Waouh, Roy, c'est super tout cela. Je sens que vous, nos chers auditeurs, vous allez tout de suite prendre une feuille, un stylo et commencer à mettre ces techniques en pratique. Rappelez-vous, pas de gomme, 1000 essais et dessiner à l'envers. Bon, et pour finir, un grand merci à Roy pour toutes les réponses, et je vous dis à vous tous à très bientôt. Ici, c'était Renata du blog Les images de Renata.